La sélection ivoirienne a défait le Mali ce lundi 8 juillet lors des huitièmes de finale de la CAN 2019. Les éléphants ont ainsi décroché leur billet pour les quarts de finale. C'est parti depuis ce lundi pour les épreuves écrites du baccalauréat session 2019. Plus de 270 000 candidats prennent part à cet examen qui ouvre la voie aux études supérieures. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. Boris Odilon est de nouveau avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir Boris, c'est un plaisir de vous retrouver. La Côte d'Ivoire a éliminé les Maliens par 1-0 cet après-midi en huitième de finale. Fini donc pour les Aigles. Les éléphants se préparent désormais à défier l'Algérie en quart de finale. Nous en saurons plus dans Écho de Cannes, n'est-ce pas Boris? Effectivement, belle victoire des éléphants qui, à l'arraché, ont réussi à mettre hors d'état de nuit les Maliens. Écho de Cannes donc, c'est dans quelques minutes. Mais tout d'abord, intéressons-nous au démarrage ce lundi 8 juillet des épreuves écrites du baccalauréat session 2019. 273 342 candidats affrontent les différentes matières dans 441 centres de composition sur toute l'étendue du territoire national. Il est à noter que des candidats déficients auditifs, des non-voyants et des personnes à motricité manuelle réduite participent à cet examen. Le point de nos reporters Colette Idboudo, Noussangaré et Pagasso Rokoni. 273 342 candidats répartis dans 441 centres de composition affrontent depuis ce lundi matin les épreuves écrites du baccalauréat session 2019. Au Collège moderne du Plateau composent des candidats déficients auditifs et personnes à motricité manuelle réduite. Serge Valéry en est un. Il affronte pour ce démarrage de l'écrit du bac l'épreuve du français. Les épreuves sont assez abordables puisque je me suis déjà préparé pour cela. Nous avons des candidats à motricité manuelle réduite. Et pour ces candidats, la DECO a bien voulu prendre des dispositions particulières. Ces dispositions particulières s'articulent autour d'un protocole. Le candidat, tel que celui-là, lui, il peut écrire, mais son écriture est illisible. Donc, il est le seul à pouvoir se relire. Donc, ce qu'il aura fait au brouillon, il le relie à son assistant, à son secrétaire qui remet sur la copie de composition et qui lui représente la copie pour relire si c'est conforme à sa propre production. Dans ce centre, on trouve également des non-voyants. Être non-voyant est un handicap dont font fi ces candidats spéciaux au baccalauréat qui se sont fixés pour objectif l'obtention du ticket d'entrée à l'université. Je ne crois pas que c'est un désavantage. En classe, on a suivi les mêmes cours. On a eu les mêmes informations. Donc, du coup, on fait les mêmes choses. Après le baccalauréat, je souhaiterais être un psychologue. Parce que j'aime bien étudier l'homme. J'aime vivre avec les gens. Bon, comme mon handicap ne me permet pas de les étudier physiquement, mais moralement, par la voix, j'arrive à les connaître plus facilement et par le toucher, j'arrive à les maîtriser. Pour ces candidats non-voyants, le mode d'écriture est bien particulier. On répond aux questions par l'écriture braille. Une écriture ensuite retranscrite en lettres alphabet pour rendre plus aisée la correction des épreuves pour ces non-voyants. Ils sont 32 candidats en situation de handicap qui prennent part à cet examen à grand tirage au Collège moderne du Plateau. Les superviseurs se réjouissent du bon déroulement des épreuves. Le Collège moderne du Plateau présente des dispositions meilleures pour l'exercice dans lequel nous sommes aujourd'hui pour la session du bac 2019. Ces épreuves écrites du baccalauréat session 2019 se poursuivent jusqu'au vendredi 12 juillet. La proclamation des résultats est prévue pour le 29 juillet prochain. Dans un autre registre, une rencontre pour le dialogue direct entre magistrats, journalistes et forces de l'ordre recommande la création de l'Observatoire de la sécurité des journalistes de Côte d'Ivoire. Une cinquantaine d'acteurs ont planché sur la question à Grand-Bassam. C'est une initiative de l'intersyndicale des secteurs des médias en Côte d'Ivoire en collaboration avec l'UNESCO. Thème retenu, la sécurité des journalistes, un enjeu de démocratie. Dangui Dangui. Après 3 jours de réflexion sur la problématique de la sécurité des professionnels de l'information, les experts recommandent la création d'un observatoire de la sécurité des journalistes de Côte d'Ivoire. Une idée accueillie avec beaucoup d'espoir par les professionnels des médias. On souhaite que l'État prenne à bras le corps cette question parce qu'il n'y a rien de tel, de plus gratifiant de se sentir en sécurité
pendant l'exercice de son métier, de sa fonction. L'Observatoire doit travailler avec les pouvoirs publics et avec les forces de l'ordre, mais aussi avec tous les partenaires engagés dans la défense et la protection de la sécurité des journalistes. On attend vraiment que l'Observatoire crée vraiment un lien entre les journalistes et les pouvoirs publics pour que les pouvoirs publics prennent les décisions nécessaires pour assurer la sécurité des journalistes. Autant les forces de l'ordre ont pour une mission régalienne d'assurer la sécurité de toutes les populations, notamment des personnalités quand il y a des cérémonies et des manifestations. Il est aussi, je pense, de leur devoir d'assurer la sécurité des journalistes. Un comité composé de 13 membres issus de corps de métier et d'organisations impliquées dans la sécurité des journalistes est chargé de réfléchir sur les tests fondateurs, le mode de fonctionnement et de financement de cet observatoire. Un mécanisme pour veiller sur la sécurité physique et sociale des journalistes ivoiriens. Comme dans tout le monde entier, les journalistes ivoiriens sont régulièrement l'objet d'agressions, de brimades sur les lieux de reportage. Et malheureusement, ça aboutit parfois à des assassinats. L'UNESCO a mis en place un plan d'action pour la sécurité des journalistes. Ce plan d'action doit être implémenté dans chaque pays. Et la Côte d'Ivoire, pour le moment, n'a pas ce mécanisme. Donc, ce que nous essayons de faire pour que les journalistes, à la veille des élections qui viennent en 2020, soient sécurisés sur les lieux de reportage, mais aussi dans leur rédaction. Il sera chargé de noter les indices de sécurité en Côte d'Ivoire. Et comme je le disais tantôt, la sécurité du point de vue de l'intégrité physique et la sécurité sociale. Un journaliste qui n'est pas assuré, qui n'a pas de couverture sociale, en un mot, qui n'est pas payé correctement, pas être un bon journaliste. Si la création de l'Observatoire de la sécurité des journalistes de Côte d'Ivoire suscite déjà beaucoup d'espoir chez les professionnels des médias, reste maintenant à résoudre la question de son financement et les conditions de son efficacité dans la protection des journalistes. Antoine Nizako va à la reconquête des cœurs dans le Haut-Sassandra et suscite l'engouement chez la gente féminine. Le coordonnateur du mouvement Génération Gagnante dans cette région a convié les femmes de la Fédération des filles de Daloa Uruguay à une rencontre au cours de laquelle elles lui ont fait part de leurs différents projets en vue de leur autonomisation. Le commentaire est signé Dangui Dangui. C'est à travers ce chant du terroir que les femmes de la Fédération des filles de Daloa, Uruguay, ont exprimé leur joie de changer avec le coordonnateur du mouvement Génération Gagnante dans le Haut-Sassandra. Des échanges qui ont porté sur les voies et moyens pour leur autonomisation. Quand c'est pas tant de bananes, tu vois qu'à Abidjan, la banane est chère. Pourtant, quand tu viens à l'intérieur ici, que tu prends, avec des bons moyens, que tu vas, tu peux t'en sortir. Et je vais encore plus développer ce que je fais. Moi, je suis une restauratrice parce que j'aime bien faire le repas, j'aime bien préparer. Bon, je n'ai pas les moyens pour pouvoir le faire. Je suis obligée de travailler chez des femmes. Pour me payer aussi, c'est difficile. Donc j'ai besoin de moyens pour que je puisse faire mon petit truc bien chic, pour que je puisse préparer. Nous formons cette fédération aujourd'hui parce que nous nous rencontrons, nous nous sommes rendus compte que nous sommes trop restés en arrière. Il est temps pour nous de nous lever. Il est temps pour nous de prouver à la nation que nous aussi nous sommes là. Et que de prouver encore davantage à la nation que nous pouvons sortir de l'informel. Je vais demander à mes mandataires, nous allons nous associer dans les idées et puis surtout vous donner en partie satisfaction. Ça rentre dans Génération Gagnante parce que pour gagner, il ne faut pas bégayer. Pour gagner, il ne faut pas avoir les problèmes de premier ordre. Il faut gagner de manière conviviale et accepter aussi de venir gagner avec la population. Des appels bien entendus par leurs interlocuteurs. Le mouvement Génération Gagnante reste résolu à apporter le développement dans le Haut-Sassandra. Un développement qui passe aussi par l'autonomie financière des femmes de cette région, prêtes à relever le défi. À présent, Écho de Cannes. Boris Odilon, nous sommes dans les 8e de finale. Ce lundi, la Côte d'Ivoire et le Mali se sont affrontés et en ce moment même, le Ghana et la Tunisie croisent le fer. À Ismaïlia, actuellement, Ghana-Tunisie se déroule. C'est le dernier match des 8e de finale, bien avant. À 16h, les Aigles du Mali
On affrontait les éléphants de Côte d'Ivoire. Le match s'est soldé par une victoire des Pachydermes sur le score de 1-0, but inscrit à la 76e minute de jeu par Wilfried Zaha. Notre grande joie à nous tous. Hein? Nous sommes tous heureux. Après cette victoire des éléphants, il y a eu pas mal de réactions. Bien évidemment, dans les rues Abidjan, des liesses, des scènes de joie, etc. Et à côté de cette joie, il y a quelqu'un qui est un peu mesuré, qui mesure cette qualification-là à sa juste valeur, qui dit que les éléphants ont certes gagné le Mali, mais devant, ce sera plus difficile avec l'Algérie. On va maintenant écouter Bonaventure Kalou, ex-international ivoirien. En tant que supporter des éléphants, mais le contenu du match ne rassure pas. Dans ces compétitions-là, arriver au match à élimination directe, on ne cherche plus forcément la meilleure équipe ou celui qui a bien joué. On cherche à gagner et puis bon, félicitations aux éléphants. Je pense que c'est l'expérience de Sérédier, de Wilfried Zaha. Voilà l'expérience de la haute compétition, des matchs à élimination directe qui a fait qu'aujourd'hui on gagne ce match-là. Parce que collectivement on n'a pas existé, mais le plus important c'est d'avoir le gain du match. C'était le plus important. Chaque match est différent, donc voilà. L'Algérie, c'est pas le Mali. Ça sera un autre match beaucoup moins facile que celui-là parce que voilà, ils ont aussi l'expérience du haut niveau. Ils sont très adroits devant le but. Il ne faudra pas leur concéder beaucoup d'occasions comme on l'a fait aujourd'hui. Il faudra être beaucoup plus fort collectivement qu'aujourd'hui pour pouvoir gagner. Un rappel des rencontres d'hier. Hier, les Baréas, les Zébus de Madagascar se sont imposés face aux Léopards de la République démocratique du Congo. À la fin du temps réglementaire, le score était de 2 buts partout. Et à la séance des tirs au but, c'est Madagascar qui l'a emporté sur le score de 4-2. Dans la deuxième confrontation, Algérie-Guinée, les Algériens, les Fennecs, ont laminé le Sili national sur le score de 3-0. Laminer, c'est le thème approprié selon moi. Pour leur première participation à une Coupe d'Afrique des Nations, les Zébus malgaches s'offrent une place en quart de finale, créant ainsi la plus grosse surprise de cette compétition. Madagascar est bien évidemment la plus belle surprise de cette CAN. Les joueurs et le président malgache qui a effectué le déplacement jusqu'en Égypte pour suivre ce 8e de finale ont savouré leur victoire face à la République démocratique du Congo et se qualifiant ainsi pour les quarts de finale. On va maintenant les suivre. Réaction joueurs et président malgache. Le plus important pour nous aujourd'hui de passer, on oublie le match et on pense au jeudi prochain. Nous, on a fait tout ça pour le peuple malgache. Donc, nous, peu importe, on a tout donné et le résultat, il a tourné en notre faveur. On a des réussites aujourd'hui, mais l'essentiel, c'est qu'on est passé, on est très content et on est très fiers de présenter Madagascar là. Très grande joie des Malgaches, mais il y a tout de même une note de tristesse. Oui, on l'a vu sur les images, le président André en costume avec les joueurs dans les vestiaires. Mais dans le même temps, dans la Grande Île, il y a eu un décès. L'ancien député malgache Arijaona Randriari Malala, alors ils ont des noms assez compliqués. Il a été victime d'un arrêt cardiaque et est décédé à l'hôpital selon les médias locaux. Toutes nos condoléances donc à sa famille, au peuple malgache également. Pouvez-vous à présent, Boris Odilon, nous faire le point des équipes qualifiées pour les quarts de finale? Sur les 8 équipes que nous attendons pour les quarts de finale, il y en a 7 que nous connaissons déjà. Madagascar, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Bénin, le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et on attend plus que le dénouement de la rencontre entre le Ghana et la Tunisie pour connaître les 8 qualifiés. Merci Boris Odilon. En tout cas, bravo à la sélection ivoirienne, bravo à nous tous. Rendez-vous est pris donc pour demain. À la même heure. Merci. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. Au revoir.